Je vous propose de réviser ensemble le chapitre 2 d'histoire sur l'Orient ancien. Je vais vous faire défiler le chapitre que nous avons fait en classe avec les diapositives et donc on va reprendre ensemble les éléments essentiels du chapitre, donc qui est le premier chapitre d'histoire qui s'appelle donc l'Orient ancien. Nous avons commencé le chapitre par la question centrale du chapitre. Donc, je rappelle que la question centrale, c'est l'élément principal, c'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre tout au long de ce chapitre. Donc, qui est comment, où et pourquoi sont apparus les premiers états et les premières écritures dans le monde. Alors, ensuite, nous avons collé dans le cahier les objectifs. Et les objectifs, c'est ce sur quoi je peux vous interroger au contrôle. Vous devrez donc être capable de savoir situer Uruk que nous avons étudié durant le chapitre à Mésopotamie sur une carte, connaître comment étaient organisés les premiers états, connaître à quoi ressemblaient les premières écritures et à quoi elles servaient, et puis être capable de décrire un objet. Donc ici c'est le vase de Varka que nous avons étudié en classe. Être capable également d'étudier, de comprendre un monument. Nous avons étudié les ziggourats. Et enfin, être capable de repérer des informations dans un texte et être capable de retrouver ces informations sur une carte. Donc ça, c'est ce que nous avons fait pendant le chapitre. C'est ce que je peux vous demander en contrôle. Alors nous avons commencé le chapitre avec Grantin, l'épopée de Gilgamesh, avec, vous vous souvenez de cette statue qui est un bas-relief de Mésopotamie qui représente donc le roi d'Uruk, Gilgamesh, qui tient dans ses bras un lion, Gilgamesh qui était réputé pour être aussi fort, plus fort qu'un lion, qui était capable d'attaquer, d'attraper les lions à main nue. Nous avons donc commencé le chapitre en présentant le récit de l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh est un roi de la cité d'Uruk en Mésopotamie. Alors, je vous invite à reprendre dans le livre le document 3, page 13, qui nous indique la carte de la Mésopotamie que vous voyez donc ici. Nous avons ici donc la Mésopotamie, c'est cette région-là. La ville d'Uruk que nous avons étudiée se trouve ici et s'appelle aujourd'hui Varka. En Irak aujourd'hui. La Mésopotamie qui se trouve donc entre deux fleuves, hein, l'Euphrate ici, le Tigre est ici, vous avez le désert d'Arabie, et puis ici vous avez donc l'Égypte. Nous pensons aujourd'hui, les historiens pensent que Gilgamesh c'est un roi qui a vraiment existé, mais ce que nous avons étudié en classe, c'est sa légende, c'est-à-dire le récit imaginaire de ses exploits, et on a expliqué en classe pourquoi et comment est-ce que ces exploits avaient été racontés. Je vous avais également montré cette frise chronologique en classe pour indiquer un petit peu à quel endroit se trouve dans l'histoire le récit de Gilgamesh, de l'épopée de Gilgamesh, est ici aux alentours de moins 2300, donc avant Jésus-Christ. Et on avait replacé ça avec l'apparition de l'agriculture vers moins 8000, l'apparition de l'écriture aux alentours de 3500, et puis le début de notre ère, hein, le zéro, et puis donc nous sommes ici, 2014, 2015 maintenant, c'est vrai que le temps passe vite, et donc le récit de Gilgamesh, à peu près 4300 ans aujourd'hui. Je vous avais montré donc le récit de l'épopée de Gilgamesh est en fait issu d'un livre, d'un roman que l'on peut trouver dans toutes les bibliothèques et puis qui se trouve également au CDI. Je sais que certains l'ont emprunté. Voilà, qui a qui fait à peu près 80 pages. Bon, peu importe, ce n'est pas ce que je vous avais demandé de lire, même si vous pouvez le faire si vous en avez envie. Ceux qui l'ont fait en général n'ont pas été déçus. Je vous avais moi fait un petit résumé, nous l'avions expliqué, lu en classe, et je vous avais demandé d'être capable de me retrouver les moments importants de l'épopée de Gilgamesh pour être capable de faire un résumé de cette épopée de Gilgamesh. Vous avez donc dans votre cahier une fiche, un petit tableau où on a résumé donc qui est Gilgamesh à l'origine. C'est un roi prestigieux, c'est le fils de la cité d'Uruk, il est doté d'une puissance monstrueuse et il fait régner la terreur.
Les dieux décident donc pour lutter contre lui de créer un être sauvage qui vit dans la forêt qui s'appelle Enkidu. Et ces deux personnages vont s'affronter l'un contre l'autre, et puisqu'ils sont tous les deux dotés de la même puissance, aucun des deux ne réussit à l'emporter, et Gilgamesh décide de proposer une alliance à Enkidu. Il décide de partir à la conquête du monde. L'ambition de Gilgamesh, c'est d'être l'égal des dieux, d'être aussi fort que les dieux, et il va partir en particulier pour aller détruire la forêt sacrée des dieux, et tuer le gardien de la forêt sacrée qui s'appelle Umbaba. Et à son retour, Gilgamesh fait l'admiration de la cité. Il y a la déesse Ishtar qui tombe amoureuse de lui et qui veut l'épouser. Gilgamesh refuse, et Ishtar veut alors se venger, et elle va demander à son père de la venger. Son père, c'est Anu, qui est le dieu des dieux dans la religion mésopotamienne. Il va créer le taureau céleste, un taureau d'une puissance monstrueuse, mais encore une fois, Gilgamesh et Enkidu vont réussir à le tuer. Et du coup, les dieux n'en peuvent plus, et ils n'ont qu'une seule solution pour se débarrasser de Gilgamesh, c'est de détruire celui qui est devenu son meilleur ami, qui est Enkidu, puisqu'il était une création divine, et les dieux estiment qu'ils peuvent le détruire, et c'est à partir de ce moment-là que Gilgamesh va éprouver une douleur immense, et qu'il va commencer à avoir peur de la mort, et qu'il va se lancer à la quête de la vie éternelle. Ça, c'est la première partie de l'histoire, et puis donc la deuxième partie de l'histoire, Gilgamesh part à la recherche de la vie éternelle. Il va partir à la recherche d'un homme qui s'appelle Utnapishtim, qui est le seul homme à avoir obtenu l'immortalité. Il va réussir à le retrouver. Utnapishtim lui explique qu'en fait, c'est les dieux qui lui avaient donné cette récompense, de lui donner cette immortalité parce qu'il avait réussi à survivre au déluge qui avait tué tous les hommes sauf lui, et que donc en récompense il avait eu cette immortalité, et du coup Gilgamesh comprend que lui n'obtiendra jamais l'immortalité qui est un cadeau des dieux, et que donc eh bien, voilà, il ne sera jamais immortel. Il rentre chez lui très triste, mais voilà, il va changer, il va devenir quelqu'un de bien. Il décide, c'était la dernière chose que vous avez écrit dans votre tableau normalement, il décide de déposer les armes, il décide de devenir quelqu'un de bien, de servir son peuple, de devenir un homme bon, et à sa mort, c'est la fin de l'épopée de Gilgamesh, le peuple de Uruk lui rend hommage en lui disant que nous te célébrerons pour des siècles et des siècles. Voilà un résumé rapide de l'épopée de Gilgamesh, ce que vous devez normalement avoir retenu en gros, qui sont les différentes couleurs et puis le tableau qu'on a rempli. Et puis ce qui nous a intéressé surtout ensuite, en cours d'histoire, au-delà de l'épopée et de la légende, c'est de travailler donc sur la réalité historique, c'est-à-dire comment est-ce que l'épopée de Gilgamesh, comment ce récit, comment ce roman nous permet, au-delà de la légende, de connaître un peu mieux la Mésopotamie d'il y a donc 4000 ans. Nous avions commencé par étudier le site. Je vous avais montré une photo satellite de Google Earth, c'est celle-là, qui nous montre aujourd'hui où se trouve la cité de Varka, donc l'ancienne Uruk, et on avait repéré trois choses essentielles. D'abord que la cité d'Uruk a été construite dans une zone cultivable, ensuite qu'elle a été construite à côté d'un cours d'eau, mais pas trop près, et en hauteur. Et on avait compris, en fait, et on l'a noté dans le cahier, que Uruk a été fondé donc selon trois critères: à côté d'un cours d'eau, dans un espace fertile et en hauteur. Et donc le choix de cet emplacement ne doit rien au hasard et qu'il est hautement stratégique. On l'a écrit dans le cahier, on a également écrit la définition du mot fertile. Terre fertile, c'est une terre sur laquelle les cultures poussent facilement, et je rappelle que le contraire de fertile, c'est stérile. Nous l'avons également noté normalement dans le cahier. Nous avions ensuite étudié à partir du récit de Gilgamesh le territoire de la cité d'Uruk. On a rempli une petite fiche. Alors rapidement, ça c'est les réponses à la fiche. Je vais vous montrer la fiche, c'est celle-là. Vous vous rappelez qu'on avait vu cette carte, ce plan que vous avez dans votre cahier, et vous deviez donc retrouver différents éléments, en particulier retrouver que ce qu'on avait ici en rose dans la ville d'Uruk, c'est les quartiers politiques. En bleu, on a les quartiers religieux, et puis on a également les murailles de la ville, qui sont indiquées ici en marron tout autour de la ville, ce qui nous permettait en fait, à partir du récit de Gilgamesh que vous avez ici sur la droite, de répondre aux questions de la fiche. Donc on vous demandait de retrouver la légende, donc ça c'est ce qu'on vient de faire, de dire que le territoire est sacré parce que il est protégé et il héberge différents temples de divinités, en particulier Ishtar et son père Anu. Donc on peut dire que les habitants d'Uruk croient en plusieurs dieux.
Quand on croit en plusieurs dieux, c'est qu'on est dans une religion polythéiste, et c'est un mot que vous avez noté en rouge et que vous avez à retenir et qui est également dans vos répertoires. La cité est protégée par des murailles, elle est dirigée par un roi, et s'il est dirigé par un roi, c'est une monarchie. Une monarchie, c'est un régime politique où il y a un seul homme qui gouverne. Ça vient du mot grec, monarchie, de deux mots grecs, mono qui veut dire un, archi qui veut dire roi, ça aussi on l'a noté dans le répertoire. Enfin, à partir du récit de Gilgamesh, on peut étudier la société, et c'est à ce moment-là qu'on avait étudié le vase de Varka, qui est ce vase-là, qui est un vase qui a été découvert lors de fouilles archéologiques en Mésopotamie, donc en Irak et en Iran aujourd'hui. Ce vase qui d'ailleurs a disparu puisqu'il a été détruit aujourd'hui, puisque l'Irak et l'Iran sont des zones en guerre, surtout en Irak, et que le musée dans lequel se trouvait ce vase a été détruit, donc le vase a été détruit également. C'est donc une perte culturelle pour l'humanité, et ici on peut l'étudier. Nous avions étudié donc le vase, et on avait montré que sur le vase de Varka, eh bien, les habitants d'Uruk avaient inscrit dessus l'organisation de leur société. Alors, si vous vous rappelez, on avait noté que le bas du vase indique le fleuve, ici donc, on nous indique l'Euphrate, les récoltes qui peuvent pousser grâce au fleuve qui rend la terre fertile, et puis également les animaux, ce qui nous permettait de repérer que la société elle est d'abord organisée autour de ce qu'on appelle le monde de la terre, c'est-à-dire les agriculteurs principalement, les agriculteurs et les éleveurs qui sont à la base de la société d'Uruk. La société d'Uruk est une société esclavagiste également, puisqu'on a des serviteurs qu'on voit au milieu, ce sont des esclaves qui portent des offrandes. Alors on les voit certains avec des vases, d'autres avec des sortes d'amphores, des fruits, des légumes, des boissons. Et ensuite, en haut du vase, on a ce qu'on appelle le monde du roi, le monde des rois et des dieux. On aperçoit ici, alors le vase est un peu coupé, je vous l'avais montré en entier en classe. On a des serviteurs qui sont venus déposer les offrandes. Ces offrandes, elles vont servir à quoi? Elles vont servir ici au roi et à son serviteur, qui vont les donner en offrande à la déesse Ishtar. En fait, le vase représente une fête qui a lieu une fois par an à Uruk, et qui représente une fête qui est le lien entre le monde des hommes et le monde des dieux. Les hommes vont chaque année remercier la déesse de leur avoir fourni de bonnes récoltes. Ils vont lui donner des offrandes, et en cadeau, donc en remerciement, à la fois pour les bonnes récoltes et également pour lui demander d'en avoir des aussi bonnes l'année prochaine. C'est une cérémonie qui est essentielle dans les villes de Mésopotamie dans l'Antiquité. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a ces personnages qui donnent l'impression, en fait, on peut le lire un petit peu comme une sorte de BD où il faudrait tourner autour du vase pour comprendre qu'en fait, ces gens sont en train de marcher en direction de quoi? En direction du temple d'Ishtar, et le temple d'Ishtar, il se trouve en fait ici, en haut de ce qu'on appelle une ziggourate. Alors, une ziggourate, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une sorte de monticule de terre sur lequel tout en haut il y avait un temple ici. Alors, le temple a disparu aujourd'hui, mais le monticule on l'a encore aujourd'hui, et on a ici le monticule des vestiges de la ziggourate d'Uruk. Il y en avait d'autres, et si vous voulez aller voir dans votre livre à la page 21, vous verrez la ziggourate d'Ur qu'on peut également apercevoir, et donc il faut imaginer qu'en haut de la ziggourate il y avait donc le temple, et on montait des sortes d'escaliers pour aller en direction de la ziggourate du temple, et c'est exactement ce qu'on voit ici. En fait, ils sont en train de monter les escaliers de la ziggourate pour aller offrir des offrandes à la déesse Ishtar en remerciement des bonnes récoltes de l'année. Et c'est le roi évidemment qui transmet ces offrandes. Ces ziggourates, en fait, elles sont en hauteur parce que on veut nous mettre le temple le plus haut possible, le plus près possible des dieux du ciel. Et les ziggourates sont, je vous l'avais expliqué en cours, les ancêtres des pyramides égyptiennes, qui avaient pour but, elles aussi, d'être le plus haut possible, le plus haut dans le ciel, pour que le roi, le pharaon, une fois enterré, l'âme du pharaon soit divinisée et aille en direction du ciel. C'était symboliquement ce que les Égyptiens envisageaient, et ce qu'on retrouve ici, dans les ziggourates. Donc voilà, nous avions écrit cette conclusion que je vous laisserai lire dans votre
votre cahier bien sûr. Et puis on avait terminé le chapitre par la naissance de l'écriture, l'apparition de l'écriture, puisque c'est en Mésopotamie que les premières écritures sont apparues. Et on avait expliqué donc en cours, vous avez une fiche là-dessus, que l'écriture elle est apparue pour 3 raisons. La première raison, c'est parce que les hommes avaient besoin de communiquer. Nous avions lu et expliqué le texte 2, page 26, que vous pouvez reprendre et relire. Le texte explique que c'est parce que les messagers avaient tellement de choses à retenir et qu'ils ne pouvaient pas tout retenir à l'oral, qu'on a donc inventé l'écriture qui permettait de retenir et de faire passer le plus de messages possible. Voilà la raison numéro 1 de l'invention de l'écriture, pour avoir donc une communication claire et précise. Ensuite, deuxième raison, c'est un outil pour compter. Donc d'abord, l'écriture, ça a un but économique. C'est pour pouvoir compter, en particulier pour les commerçants ou également pour les agriculteurs, compter le nombre d'animaux, compter le nombre de lait, de tonnes de laine, de textiles, etc. qu'on va vendre et qu'on va acheter. Et ce que vous avez ici, et qui se trouve à la page 24 de votre livre, c'est une table de compte, en fait, où on a écrit en écriture mésopotamienne, sur laquelle je reviendrai après, les différents comptes du commerçant ici en question. Donc, deuxième raison, l'écriture sert à compter et elle a donc un objectif économique. Voilà. Donc, on retrouve cette tablette ici. Et enfin, l'écriture, ça sert à gouverner. L'écriture, elle est aux mains des puissants et qui détient l'écriture détient la puissance. C'est un outil de gouvernement. L'écriture, elle est détenue par les puissants et détenue également par les scribes. Donc, on voit ici une représentation, une statuette. Les scribes étaient les seuls à avoir la capacité d'écrire. Ils étaient des sortes de secrétaires du roi. Et le roi, il se sert de l'écriture pour écrire des textes de loi en particulier. Voilà, c'est le document 2 qu'on voyait ici. Et donc, l'écriture est un outil au service du pouvoir. Donc, on avait noté que l'épopée de Gilgamesh, elle avait pour but justement de nous montrer la puissance du roi, la puissance de Gilgamesh, et que au-delà de la légende, c'est aussi nous montrer que le roi détient la puissance et que son histoire, on la conserve et on la garde et elle peut être racontée pendant très très longtemps, et donc on garde la puissance du roi à travers l'épopée de Gilgamesh. Du coup, voilà, en résumé, écrit également dans votre cahier, l'écriture, l'invention de l'écriture est pour 3 besoins. D'abord pour communiquer, pour des raisons économiques, et puis pour affirmer son pouvoir, qu'il soit politique ou religieux, à l'époque. Nous avions terminé notre chapitre en montrant les 3 grands types d'écriture inventés donc dans la région du Moyen-Orient, du Proche-Orient plutôt, dans ce qu'on appelle le croissant fertile. D'abord une tablette ici mésopotamienne qui sont des pictogrammes, qui sont apparus aux alentours de 3500. Les pictogrammes, c'est des sortes de petits dessins assez faciles à comprendre. Ensuite, vers 3000 sont apparues 2 autres écritures. D'abord l'écriture cunéiforme, donc cunéiforme en forme de coin, de clou, où on a des sortes donc, de petites formes qu'on voit ici. Et puis, à la même époque, apparaît en Égypte une autre forme d'écriture que vous connaissez, qui s'appelle les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes voulant dire les lettres sacrées, et qui apparaît également aux alentours de moins 3000. Et en fait, le cunéiforme et les hiéroglyphes fonctionnent sous la même forme. Ce sont des sons qui représentent un mot ou une idée et qui permettent donc de dire plus de choses, d'écrire plus de choses que les simples pictogrammes. Apparaîtra ensuite, évidemment, la dernière forme d'écriture, celle que vous utilisez tous les jours, qui est donc l'alphabet, qui va permettre à partir de 26 signes d'écrire tous les mots possibles et imaginables. Nous avons terminé avec cette carte qui résume au niveau géographique l'apparition des différentes écritures. Donc d'abord l'apparition des pictogrammes vers 3500 en Mésopotamie, là où sont également apparus les premiers états. Ensuite les cunéiformes et les hiéroglyphes en 3000 avant Jésus-Christ en Égypte et en Mésopotamie. Et enfin l'alphabet qui est apparu aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ dans cette région-là, et par un peuple qui s'appelait les Phéniciens, qui avaient été les premiers à utiliser l'alphabet. Voilà pour le résumé de ce chapitre. J'espère que ça vous aide un petit peu à vous repérer un petit peu mieux et à vous donner quelques pistes de révision pour le contrôle
de ce premier chapitre de géographie de la vie.